Bonjour à toutes et à tous et je suis ravi de vous retrouver pour un podcast dans lequel on va parler de la brasserie Perle. Alors pour ceux qui ne le savent pas, c'est une bière historique à Strasbourg. Elle a été créée en 1882 jusqu'en 1970 où elle s'arrête. Et justement, Christian Hartzner, c'est toi en 2009 qui décide de la relancer. Alors, je pense que depuis tout petit, tu as baigné dans la bière. Quels sont tes premiers souvenirs justement de la bière? Tu lisais des livres, je crois, quand tu étais petit de bière. Ouais, merci Tom de me donner la parole. Je suis vraiment content d'être là aujourd'hui pour pouvoir partager cette passion du métier et de cette belle aventure. Euh, Mes premiers souvenirs, c'est autour de l'univers en fait de la bière, de l'univers, on va dire un peu de la collection, des visuels, des images, des bouteilles, des étiquettes, des sous-bocs, des capsules. Voilà, il y a tout un univers, on appelle ça un peu le marketing, c'est un peu un gros mot, on va dire, parce que quand on est ado, effectivement, ça nourrit un peu un imaginaire. Et c'est vrai qu'à l'adolescence, officiellement, on boit pas de bière, mais j'étais attiré par ce monde. Et je me rappelle, je commence une collection de sous-bocs. Et les sous-bocs, à un moment, je commence à les poser sur les murs de ma chambre, quoi. Et après, il y avait un mur, ça suffisait pas, donc il a fallu aller sur l'autre mur. Après, il a fallu sur le plafond. Ça a commencé à poser un peu un problème, quoi, on va dire. Mais c'est vrai que c'est plutôt cet univers un peu un- très coloré, très vivant, qui rappelle souvent les ingrédients, qui rappelle les moments de convivialité, qui rappelle des instants culturels aussi. Et c'est ça qui va être un peu le déclic de se rendre compte que c'est un. Voilà, on baigne dans un très beau métier, un très bel univers. Parce que toi, donc on va y revenir après, c'est une entreprise familiale, Perle. C'était ton arrière-arrière-grand-père qui avait créé. Ça commence par une passion, par la collection. Et puis après, on se dit, tiens, j'aimerais bien en faire mon métier. Et tu vas étudier, justement, tu vas faire l'école des brasseurs à Édimbourg. Comment ça se fait, ça? Alors effectivement, il y a eu un petit processus, il y a eu un peu un cheminement, on va dire. Après la collection, c'est d'objets brassicoles, c'est la participation en tant que visiteur à des salons. À l'époque, il y a eu Eurobière, qui était un beau salon brassicole qui drainait des brasseries d'Europe, d'Amérique et d'ailleurs encore. Donc là, je rencontre des brasseurs. Euh, il y a aussi un peu de littérature, effectivement, la fameuse Bible un des premiers, on va dire, biérologues, Michael Jackson, qui a, euh, qui a voyagé à travers le monde, qui a pris des images et écrit sur tous les styles de bière qui à l'époque existaient. Là, on est dans les années 90, on va dire. Et pour arriver à l'école, à un moment, en fait, la particularité, malgré que ce soit une histoire de famille, c'est que ça s'est quand même arrêté il y a pas mal de temps. Enfin, c'est-à-dire que, en fait, l'activité de la brasserie Perle s'est arrêtée. Près de Alors, 40 ans. voilà, moi, j'étais pas encore né. Donc, la page s'était tournée. J'ai encore des souvenirs, disons, émus de, tante Riquette, qu'on appelait dans ma famille, qui était donc Frédéric Kleinknecht, qui était la fille de Charles Kleinknecht, qui avait tenu encore l'entreprise avec sa sœur. Mais elle est décédée quand j'étais, on va dire, jeune ado, quoi. Donc j'étais au tout début de cette passion de la bière et j'avais pas tout à fait compris encore l'importance de ce que Perle avait pu être à l'époque. Donc ce lien direct familial, je l'ai pas tout de suite ressenti. Par contre, ouais, j'étais vraiment attiré, séduit par cet univers, avec en tête on avait des ancêtres brasseurs. Mais cette passion, je l'ai forgée, je l'ai construite au fil des années, comme j'ai dit, des rencontres avec des brasseurs, des visites de brasserie, et puis après se rendre compte que, en fait, le métier, il est accessible, il n'est pas non plus, voilà, intouchable. Et là, je fais un peu mon enquête. J'avais la chance d'être bilingue.
parce que j'avais pu passer pas mal de temps aux USA en famille. Et effectivement, à Édimbourg, il y avait une université qui donnait un diplôme de maître brasseur. Et donc, je trouvais ça intéressant parce que je sentais que dans tout l'univers anglo-saxon, il y avait quelque chose qui était en train de se passer dans le monde de la bière. Et là, on est à une époque en France où on est quasiment au bas du bas de l'activité brassicole. Il y avait encore des brasseries alsaciennes qui étaient en train de fermer. C'est le vin qui a le monopole, quoi. Pas obligatoirement le monopole, mais il y a une sorte de rationalisation vers le bas qui fait que le consommateur n'a pas vraiment accès à un choix énorme. Les bières spéciales, c'est beaucoup des bières qui viennent de l'étranger. Et les premières brasseries, disons, indépendantes françaises, elles apparaissent, 95, 2000, quoi. Hein. Et donc, moi, je baigne un peu là-dedans. Hein. J'ai mon diplôme de brasseur à Édimbourg en 99, voilà, pour recadrer. Et alors, un petit peu pour l'histoire de Perle, justement, c'est ton arrière-arrière-grand-père qui rencontre une Alsacienne au centre-ville de Strasbourg. Est-ce que tu peux raconter un petit peu cette histoire ? Oui, alors en fait, Pierre Eiffel, mon arrière-arrière-grand-père, se marie à une Mathilde Knöderer, dont la famille fabrique de la bière dans un établissement du centre-ville de Strasbourg, qui s'appelle l'Éléphant, qui est près qui n'existe plus, mais qui est près de la porte de l'hôpital, juste à côté du cerf d'or actuel. Pardon. Et en fait, mon ancêtre, l'idée qu'il va avoir, c'est de donner le nom Perle à la bière qui est fabriquée. Alors, on date ça à 1882. Est-ce que tu sais pourquoi Perle, par exemple ? Alors, Perle, il y a une image de lui où on le voit déguster une bière, hein, et il voit des bulles de bière monter qui le font penser à des perles, quoi. Et il y a aussi le mot perler en allemand qui voudrait dire effervescence. Donc voilà, c'est un très beau mot qui convient bien au nom d'une bière. Et rapidement, les volumes grandissant, l'ancêtre va déménager l'activité sur Schiltigheim. Voilà. Donc route de Bischwiller, Perle devient une des 5 brasseries de Schiltigheim. Il y a encore la rue Perle qui existe, qui est perpendiculaire à la route de Bischwiller, vraiment à l'entrée de la ville de Schiltigheim. Et après, en 1919, aucune de ses 3 filles va continuer l'aventure. Et donc, il va trouver un jeune ingénieur brasseur prénommé Charles Kleinknecht, un repreneur. Donc, il va vendre la brasserie à Charles Kleinknecht, qui va apporter encore un dynamisme supplémentaire. Il va déjà mettre ses initiales, ça va devenir CK Perle. Il y a quelques anciens qui disent encore Czech Perle, mais c'était en fait les initiales de Charles Kleinknecht. Et dans les années 30, il va construire, les volumes grandissant, il va investir dans un outil de production important, qui va permettre de produire jusqu'à 400 000 hectolitres de bière, ce qui est vraiment des volumes qu'on appellerait aujourd'hui industriels. Et l'aventure va continuer jusque ces deux filles, donc Jacqueline et Frédéric, vont continuer l'aventure, chacune avec leurs époux respectifs. Et il se trouve que l'époux de Frédéric, c'était le petit-fils de mon ancêtre, mon grand-oncle. Voilà. Donc par alliance, on va dire que c'est un peu revenu dans ma famille. Et moi, je me souviens encore, donc, avec pas mal d'émotions, donc, de cette Frédéric Kleinknecht, là, en réalité ma grande tante, qu'on appelait tante Riquette. Mais
bon, mais disons que pour elle, quand moi j'étais jeune, les souvenirs étaient ternis par une histoire qui, on va dire, oui, j'ai pas terminé l'histoire, mais on va dire que les deux sœurs, la gestion de l'entreprise est plus difficile. Il y a un marché qui se tend. Tu as parlé du vin, Oui. voilà, il y a d'autres boissons qui se mettent à concurrencer. Et puis les volumes de bière, la consommation globale qui chute aussi pour différentes raisons, entre autres le fait qu'il y ait moins de travail manuel, hein, il y a moins de travail par exemple agricole aussi, beaucoup de travaux se mécanisent. Et donc, naturellement, ça va donner un peu moins soif aux consommateurs. Et donc, les brasseries se retrouvent en plus grande difficulté. Et Perle va s'allier avec 3 autres brasseries pour former une alliance, l'Albra, l'Alsacienne de brasserie, qui ensuite va se faire racheter en OPA par le brasseur néerlandais Heineken. Et rapidement après, la brasserie Perle s'arrête. Donc, la page s'arrête, en fait, on va dire que le chapitre se ferme début des années 70. Voilà. Donc pendant 40 ans, pas de brasserie. Et là, idée un peu folle, parce que tu es revenu en Alsace, il me semble, pour réouvrir la brasserie familiale, c'est ça? En 2009. Alors, comme j'ai dit avant, c'est un cheminement, c'est-à-dire que c'est pas un but ultime, voilà, à l'âge de 15 ans. La première étape, c'est vraiment de se dire, waouh, quel beau métier, quel bel univers. J'ai eu cette audace, on va dire, assez tôt d'aller me former. Et donc déjà, comment dire, profiter de ça et aller brasser à travers le monde. Vraiment, j'avais cette soif beau jeu de mots, d'aller vraiment découvrir ce métier, m'imprégner et du coup, pas que de la production, mais aussi de tout ce qui est autour, quoi. Les rencontres, la culture. Voilà. Et aussi le commerce, on en a parlé avant, le marketing, les ventes, l'animation, tout ce qui gravite autour de l'univers des brasseries. La restauration aussi, bien sûr. Et donc, je fais mon bonhomme de chemin, quoi. Je trouve voilà, des belles opportunités, des belles entreprises dans lesquelles je travaille. J'ai la chance d'être bilingue, de pouvoir voyager et d'être passionné de voyage aussi. Donc après ma formation pendant laquelle j'avais eu la chance de faire des stages en Alsace, en Belgique et en Bavière, je pars travailler dans une petite brasserie dans les Alpes, 6 mois, qui était assez innovante, assez pionnière aussi dans cette renaissance de la bière, on va dire indépendante, de la brasserie indépendante en France. Et après 6 mois, en fait, il se trouve qu'il y a le groupe alsacien Kronenbourg qui s'était fait racheter par un groupe écossais, Scottish et Newcastle. Et moi, j'avais la chance de connaître cet univers écossais un petit peu, ayant étudié là-bas. Et donc là, j'ai pu rejoindre le groupe, mais on va dire par les Écossais. Et donc là, j'ai tenu des responsabilités de contrôle qualité, de recherche et développement dans la brasserie pilote, dans des labos avec des analyses assez pointues, aussi en production. Et je tannais la direction. Je disais, voilà, moi je suis jeune, j'ai envie de voyager. Et ça a été l'occasion pour moi de travailler aussi en Afrique, du coup. Parce que c'est vrai qu'on voilà, on a la chance que la bière, c'est un produit universel. Hein. On en fabrique partout. Même dans les endroits où c'est interdit, il y en a quand même. Les brasseries existent quand même. On est vraiment sur... il faut pas l'oublier, sur un produit qui est extrêmement populaire, qui est extrêmement sain, hygiénique, mais qui est accessible à travers la planète. Hein. Dans tous les pays du monde, on va trouver des brasseries. Et donc, il se trouvait que le groupe Scottish Newcastle avait des partenariats avec des brasseries au Nigeria. Donc, j'ai eu la chance de partir en Afrique de l'Ouest pendant 1 an. Et ce job, ce travail en Écosse, où je retourne après mes études, m'a aussi permis une belle surprise,
Ça m'a permis de rencontrer une belle découverte. Ça m'a permis de rencontrer ma femme, Anne, qui est alsacienne, qui est originaire de Strasbourg, et qui, elle, par le même biais de la filière, on va dire, cronenbourgeoise, en tant que chimiste, cherchait un stage. Elle devait faire un stage à l'étranger. Voilà. Donc elle est venue à Édimbourg, on s'est rencontrés, et ça fait 25 ans maintenant. Voilà. Donc elle est venue, après elle m'a accompagné en Afrique aussi. Et après l'Afrique, on a pris un virage. Moi, je voulais un peu me rapprocher de la réalité. Et je sentais qu'en Amérique, il y avait vraiment un marché très mature, très avancé, de ce qu'on appelle aujourd'hui la craft beer. Moi, je préfère utiliser le mot français bière artisanale. Et là, j'ai eu la chance, je connaissais un petit peu de monde. J'ai eu la chance de tenir un poste de chef qualité dans une belle brasserie à Saint-Louis, donc dans le Midwest des États-Unis d'Amérique. Et là, c'est une immersion vraiment dans un milieu en pleine effervescence, avec des nouvelles bières, un esprit très corporatif, c'est-à-dire on soutient, on éduque les clients sur la bière, sur comment on fait la bière, sur les différents styles de bière. Et ça a été vraiment un gros tremplin pour moi, de vraiment pouvoir m'imprégner. Parce que quand on travaille dans une grosse entreprise, obligatoirement, on est dans un silo, quoi. On est un peu limité par... alors, malgré les différentes expériences que j'avais pu faire, notamment celle de travailler dans une brasserie pilote qui était constamment à lancer des nouveaux produits, on n'avait pas vraiment l'impression de faire quelque chose soi-même, quoi. Et là, de travailler dans une petite équipe où on était une quinzaine, voilà, ça a été vraiment un déclic pour moi. Et entre-temps, je vois aussi le marché français qui grandit. Je vois des confrères qui se sont lancés, qui commencent à tenir bon. Je vois des projets qui évoluent. Et c'est là où je me dis, bon, est-ce qu'il n'y a pas quand même quelque chose à faire, à retourner en Alsace et travailler sur un projet personnel, ouais. Et là, du coup, on reprend Perle en 2009, on réouvre la brasserie. Comment ça se passe? Au début, ça devait être difficile, j'imagine. Alors, c'est un petit peu plus compliqué que ça, parce que, disons, la brasserie, elle n'existait plus, donc on ne l'a pas réouvert. On a déjà fait le travail de s'assurer que la marque était disponible, ce qui était le cas. Donc, on a déjà fait renaître la bière. Moi, j'ai toujours été intransigeant, on va dire, sur la qualité de la bière. Et pour faire une belle bière blonde, une belle pils, pour moi, c'était impératif d'avoir un outil de qualité. Et l'outil de qualité, il y a on va dire un budget minimum c'était un peu le chiffre mythique à atteindre du million d'euros, quoi. Il y a à peu près 1 million d'euros de machines dans lesquelles il faut investir. Et donc ça fait un gros palier quand on démarre de zéro. Et donc avec toute la bonne volonté et l'énergie, la bonne expérience que j'avais, ça suffisait pas pour... en denier personnel, j'avais pas grand-chose de côté. Donc, j'ai sollicité plein de gens, j'ai rencontré plein d'institutionnels, plein de privés, pour raconter la belle histoire, mais j'ai pas pu m'installer dès le début. Donc, au début, je suis passé par la case qui est une case, on va dire, classique dans la plupart des lancements de bière, de fabriquer chez un partenaire. Avec la particularité, en tout cas chez moi, d'avoir vraiment identifié un outil de production qui était artisanal, ça c'était super important, à taille vraiment petite pour faire des lots réguliers, pour vraiment avoir de la bière fraîche régulièrement, et où je pouvais m'impliquer en termes de recettes, gérer la qualité, le process, etc. Et donc pendant 5 ans, en fait, avec ma femme qui me suit aussi et qui m'accompagne pour relever ce défi, on va produire à façon, comme on dit, avec des navettes quasi hebdomadaires chez le partenaire, qui en l'occurrence était une petite brasserie en Forêt-Noire.
et qui m'a un peu pris pour un fou la première fois et qui, au fil des mois, a vu que mon projet tenait la route. Euh, et ça, ces 5 années, elles m'ont permis d'apprendre un nouveau métier, c'est-à-dire de vendre et de communiquer autour d'un produit qui n'existe plus ou qui réexiste. Et ça a été très intéressant, très formateur. J'avais complètement sous-estimé ce que ça pouvait représenter. Mais là, animé par la passion, la persévérance, voilà, on a tenu bon. Et en fait, l'objectif, c'était d'atteindre un palier, un volume qui était à peu près de 1000 hectolitres. Ce qu'on a réussi à faire en ces quelques années. Mais pendant 5 ans, c'était Yo mes perles, ça n'existe plus. Voilà. Et donc, il a fallu raconter la belle histoire ou la nouvelle belle histoire. Et c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, le perle, ça n'existe plus. En fait, on l'a vu disparaître au fil des années, quoi. Et donc maintenant, aujourd'hui, j'avance rapide, mais aujourd'hui, c'est ah oui, vous êtes bien installé là au bord de l'autoroute. Il faut qu'on vienne. Voilà. Donc c'est un petit raccourci, mais c'est vrai que ça fait plaisir aujourd'hui d'entendre ça. Les 5 années, on va dire, un peu de galère de se faire connaître alors qu'on n'a pas de brasserie, donc c'est aussi difficile de se justifier, de dire « Ah, mais l'outil n'est pas encore là, etc. » Et elles sont couronnées de succès par un investissement qu'on arrive à faire du coup en 2015. 2015, on va s'installer à la Plaine des Bouchers, à la Méno, avec un bel outil dans lequel on a investi et qui sert pour moi un peu aussi d'exemple auprès de la communauté à l'époque brassicole française. J'ai pas mal de collègues, de confrères qui me contactent, qui me disent « Ah, comment tu t'es équipé, pourquoi t'as acheté ci et ça ?» Je pense qu'on a fait on a fait des émules, on a donné un peu des idées. Et après, la dernière étape, c'est un moment où alors déjà, quand on faisait des événements, des portes ouvertes à la brasserie, on se rendait compte que il y avait vraiment une ferveur de la part des clients, il y avait de l'énergie, il y avait un engouement, malgré qu'on était au fin fond de la plaine des Bouchers. Et c'est normal. En fait, aujourd'hui, le consommateur, le client, quand il se connecte au producteur, comme quand il se connecte avec un agriculteur, avec un vigneron, etc., il se passe quelque chose, quoi. Ouais. Et ça, c'est super intéressant. Parce qu'en fait, on redevient une brasserie visitable. En fait, les brasseries ont beaucoup grandi et certaines se sont mises à ne même plus accueillir le public. Et en fait, là, ça revient. Et en fait, ça rejoint un peu l'ancêtre qui, a 5 générations, en fait, il brassait dans la cave et il vendait sa bière sur place. Donc on constate ça, on constate ce phénomène, on constate que en fait en 2015 on s'est vraiment équipé à une période assez stratégique. J'ai formé une équipe de brasseurs, les volumes progressent bien, on prend de l'avance, on prend des parts de marché. Et à un moment, on se met à manquer de place. Et donc là, un peu tout le tour des gens qu'on avait fait, à qui les portes sur lesquelles on avait frappé en disant bonjour, voilà, on a un projet et tout. Et ces gens nous voient grandir. Et à un moment, j'ai l'Eurométropole de Strasbourg qui me dit voilà, on aurait un terrain éventuellement qu'on souhaiterait vendre, mettre en vente. Alors, et donc moi, ça m'a intéressé, j'ai candidaté et à partir de là, on a réfléchi, on a mûri un projet où justement on allait pouvoir accueillir ce fameux public qui était content de nous retrouver quand on faisait nos portes ouvertes ou nos événements. Et en plus de ça, une réflexion, on va dire, globale, holistique, sur comment fabriquer mieux, comment fabriquer en consommant moins, en respectant encore plus les gestes du brasseur, parce que quand on brasse, c'est quand même un métier très physique. Oui. Donc, ergonomiquement, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer aussi la santé des collaborateurs ? Comment
comment consommer moins d'énergie, optimiser les ressources. Donc là, il y a un gros travail on va dire, architectural, l'accueil du public, où on voulait aussi un lieu... quand on voit les canicules qu'on peut Oui. avoir de temps en temps en Alsace, euh, et ben boire une bonne bière quand il fait chaud, c'est agréable. Entre Justement, amis, c'est encore mieux. cet été, il y a possibilité de s'installer sur un Biergarten, c'est ça? En fait, on l'a imaginé depuis longtemps, ce Biergarten. Et ce qui est vraiment réjouissant aujourd'hui, c'est que et ben là, en 4 ans, maintenant, ça y est, on a vraiment un lieu très arboré. On a travaillé avec notre architecte qui est aussi paysagiste à planter des essences vraiment le plus tôt possible dans le chantier. Donc là, on est en automne 2022. Et aujourd'hui, ça porte ses fruits ou ça porte ses feuilles parce qu'on a nos bouleaux Catalpa, Paolonia qui embellissent cette entrée là, ce Biergarten. Et du coup, naturellement, ces arbres, ils nous protègent de la canicule, hein, par leurs feuilles, par l'épaisseur de leurs branches. Euh, voilà, donc ça, c'était important, un bel accueil du public, qu'on se sente bien. Justement, pour ceux qui aimeraient voir à quoi ça ressemble, il y a tout qui est disponible sur le site internet, il me semble, hein. Absolument, on est ouvert au public. Alors, on est ouvert au public du mercredi au vendredi en soirée, de 17h à 23h, et le samedi toute la journée, de 10h à 23h. On offre. Alors, la première année qu'on a ouvert, on avait une formule de restauration un peu hybride avec des food trucks. Là, depuis maintenant 2 ans, on a nos tartes flambées qu'on fait nous-mêmes. On s'approvisionne en beaux produits dont on est fiers. Et ça permet d'accompagner la bière qu'on propose. Et on va dire qu'on a une formule qui est maintenant qui est rodée, qui plaît. On a notre clientèle fidèle. Et là, comme on est en plein dedans, on a aussi pris le choix de montrer les matchs. Il va y avoir la Coupe du Monde. Donc quand on est ouvert sur les premiers matchs de poule, on mettra les matchs. Si maintenant la France avance, on ouvrira probablement les jours où on est habituellement fermé. Ouais. Et je fais un petit saut dans l'année, on vous retrouve aussi chaque année, justement, chaque saison, au marché de Noël. Un lieu où on peut échanger, on peut faire découvrir aussi aux touristes la Ouais, bière Perle. alors le marché de Noël, c'était important pour nous d'y participer parce c'est pour nous, c'est un peu la fête. En Alsace, c'est la période où c'est la grande fête à Strasbourg. Et puis aussi, on fait une bière de Noël qu'on aime beaucoup, et puis qui est appréciée par le public. Je confirme. Et donc, merci, c'est gentil. Et du coup, c'était important d'avoir une place là-bas. Aujourd'hui, on est présent, place du Château, depuis maintenant 3-4 ans, avec un stand qui est bien placé, là, qui a vraiment une belle vue sur la cathédrale. L'autre chose qu'on aime mettre en avant sur ce nouveau lieu, c'est alors non seulement l'accueil, mais le fait qu'on ait des groupes et des entreprises ou des événements. Donc ça, on arrive aussi à répondre à certaines demandes parce qu'on a une salle de réunion, on peut faire de l'événementiel et pour des entreprises ou des groupes. Et surtout, on a des visites qui sont organisées les samedis à des créneaux spécifiques, 11h, 14h30 et 16h30. Et voilà, il suffit d'aller sur le site, de s'inscrire par le biais du site. On a un onglet visite et on choisit le rendez-vous horaire. Et on a une personne, Marion, qui est dédiée à ça et voilà, qui fait ça depuis plusieurs années. Et c'est un super moment parce qu'en fait, comme je disais avant, voilà, on rentre vraiment dans la production. On va goûter, sentir les ingrédients. On va découvrir aussi la gamme dans la visite. Et on va se rendre compte qu'en fait, une brasserie et le métier de brasseur, c'est
c'est un monde à part et c'est un monde, mais c'est complexe. C'est-à-dire que, voilà, moi j'aime bien parler des 3 grandes étapes de la production. On est un peu des cuisiniers au début parce qu'on assemble nos matières premières en une journée de brassage. Après c'est la magie, qui va opérer, c'est la levure qui est un peu magicienne, qui va transformer le jus qu'on lui fournit, qu'on appelle le mou, en bière. Voilà. Et après, on est plus dans la technologie, dans le conditionnement, comment mettre cette boisson sous pression en fût et en bouteille. Mais ce sont des étapes qui sont, qu'il faut voir pour se rendre compte à quel point c'est intéressant, c'est passionnant et c'est complexe. Donc ces visites, voilà, qui fonctionnent très bien et on reçoit des très bons retours. Et ce qui est agréable aujourd'hui, c'est que parce qu'on faisait déjà ces visites historiquement sur notre ancien site, mais là aujourd'hui, le public peut aussi se faire une Flams ou une boisson avant ou après la visite. Voilà. Tu es dans la bière depuis plus de 30 ans. Tu as dû voir aussi l'évolution des consommateurs. On l'a vu, la Gen Z, donc les jeunes générations consomment beaucoup moins d'alcool. Est-ce qu'on doit s'adapter justement? Est-ce qu'on fait des bières sans alcool? Est-ce qu'on met plus de promos sur ces bières sans alcool? Comment on s'adapte aux nouvelles consommations? Alors la bière, déjà naturellement, et évolue très vite, hein. Il y a toujours une dynamique, que ce soit avec ou sans alcool. Voilà, je pense qu'en 2015, quand on brasse notre IPA que j'avais en tête de brasser, parce que à l'époque, j'en avais brassé une petite dizaine d'années avant aux USA. On a été un peu les pionniers, je pense, en Alsace, voire même dans le Grand Est, à fabriquer une belle IPA, même une des premières IPA. À l'époque, c'était plus, mais Perle, ça n'existe plus. Mais qu'est-ce que c'est qu'une IPA? Je veux dire, aujourd'hui, il y a peu de brasseries qui ne fabriquent pas d'IPA. Oui, Hein, et ça, c'est en 10 ans. Donc, même en 5 ans, ça a été une révolution. un peu Donc là, précurseur du coup, Perle, sur... sur la recette de l'IPA, ouais, je pense, ouais. Venant aussi de. J'avais dans mes bagages toutes les des influences. choses que j'avais appris à faire dans le pays qui avait un peu remis au goût du jour l'IPA. Hein. C'est un style historique britannique, mais qui après a été un peu, disons, remis au goût du jour par les brasseurs du continent nord-américain. Voilà, et moi j'ai ça dans mes bagages. Mais tout ça pour dire que en fait, il y a déjà naturellement une dynamique. Donc il faut constamment être prêt à se remettre en question. Et c'est aussi le plaisir du brasseur, comme un cuisinier qui va chercher à faire des nouvelles recettes. Alors, on se lasse pas jamais d'une bonne pils, etc. Mais voilà, la nouveauté, ça nous intrigue parce qu'en fait, en brasserie, à l'inverse du vigneron qui a une récolte par an, en brasserie, on est constamment à brasser et conditionner et rebrasser. On a une cuve de vie, et euh, et donc pour répondre à ta question de la nouvelle génération, alors on a qui pense aussi beaucoup plus au local, à l'environnement également. J'englobe un peu tout ça. absolument, absolument. On a eu on va dire un petit séisme dans le monde des boissons et de l'alcool avec le Covid. On a eu des des habitudes de consommation qui ont été un peu bousculées. Donc ça, il a fallu s'adapter. En gros aussi, par exemple, toutes nos bières en fût qu'on a, les bistrots qui ont fermé du jour au lendemain, donc tous nos fûts qui étaient invendables. Les volumes de bouteilles qui tout d'un coup ont explosé. Et après sortie Covid, il y a eu vraiment une explosion de consommation. Voilà. Et là, c'est vrai on sent qu'il y a un peu un ralentissement. On va vers la modération. On va vers la qualité. Hein, la jeune génération est à la recherche vraiment de qualité. Et ce qui est intéressant, c'est que maintenant, en 10 ans, je me rappelle quand je suis revenu de mon dernier job aux USA, je suis allé dans une cave à bière à Paris en 2008 et j'ai fait un benchmark. J'ai acheté toutes les bières françaises qu'il avait dans sa cave. Il y en avait peut-être une trentaine, une quarantaine. Et moi, je venais d'un pays où la qualité
était franchement au top. Et, ben, le constat, il était un peu triste. C'était franchement, allez, il y avait 2 bières sur 10 qui valaient vraiment la peine, quoi. C'est pas beaucoup. Voilà, 2008. Je peux te dire en 10 ans, c'était 1 bière sur 10 qui valait plus la peine. Il y a vraiment eu une révolution. Et donc cette qualité, pour revenir à aujourd'hui où on en est, elle a porté aussi les consommateurs, elle a appris aux consommateurs ce que c'est que la bonne bière. Et donc aujourd'hui, le consommateur, il a accès et il connaît, et donc il est demandeur. Il est prêt à dépenser un petit peu plus. En face, il veut de la qualité, il veut du résultat. Il veut de l'innovation. Sur le sans-alcool, il y a un peu une prise de conscience aussi. Et de notre côté, on a innové il y a 1 an et demi. On a innové il y a 2 ans de ça, même avec notre bière sans alcool. C'était une idée que j'avais maturée déjà pendant le Covid, mais c'est vrai que en tant que chef d'entreprise, c'était difficile d'innover. J'ai trouvé pendant cette période, il fallait plus penser à juste survivre. Et du coup, voilà, une fois notre déménagement effectué, l'ouverture du bar, je me suis concentré sur mon premier projet vraiment d'innovation de nouveaux produits. C'était bière sans alcool. Voilà. Donc on a lancé Perlita, qui est un clin d'œil à une boisson que Perle à l'époque faisait aussi. Il y avait Perle aux fruits, Perlita. Et voilà, avec un process un peu innovant, avec une levure particulière qui va, en gros, on ne désalcoolise pas notre bière. On fait une bière avec une autre levure qu'une levure de bière traditionnelle, la Saccharomyces, qui va fabriquer de l'alcool. Et ben là, on a une souche qui ne fabrique pas d'alcool, ou très très peu, sous certaines conditions. Et les retours ont été porteurs, parce que aujourd'hui, on est sur un volume qui représente peut-être un petit 5%, donc ce qui est beaucoup pour un nouveau produit, quoi, à l'année. Et on a aussi fait une eau houblonnée. Donc c'est une boisson, on ne peut pas l'appeler bière, c'est une boisson à base d'eau gazeuse et de houblon et un peu d'acidité, quoi, de jus de citron vert, qui est très très désaltérant, 0 calories. Alors que la bière sans alcool, obligatoirement, en plus, parce qu'elle n'a pas l'alcool pour lui donner un peu de texture, on a des calories. Mais le contre-pied, c'est la Perlito, notre eau houblonnée, qui est la boisson préférée de mes enfants d'ailleurs. Autre adaptation que tu as dû faire, je pense, c'est la hausse des coûts des matières premières, et également la hausse du coût de l'énergie. On a vu aussi avec ce qui se passe en termes de géopolitique, des choses comme ça, que certaines marques ont augmenté leur prix dans des restaurants. Est-ce qu'on s'adapte à ça aussi, à tout ce qui se passe dans le monde? Alors on est obligé de s'adapter, sinon on ne survit pas obligatoirement. Après, notre projet de nouvelle brasserie, il a aussi été réfléchi autour de ça, c'est-à-dire de se rendre moins dépendant des énergies. Et donc on a beaucoup travaillé, j'ai parlé avant des ressources, etc., mais je parlais aussi du coup des consommations d'électricité et de gaz, parce qu'il ne faut pas se cacher, en brasserie, on fait de la cuisine, je l'ai dit avant, on consomme des kilowatts, on consomme du gaz, donc et nos fournisseurs aussi, pour faire du malt, pour faire des bouteilles, pour faire voilà, ce sont des activités qui sont assez énergivores. Donc ça, c'était la vision du nouveau lieu qui porte ses fruits, parce que du coup, on a des consommations vraiment optimisées. Et après, oui, on a dû répercuter. Alors après, ma philosophie, c'est que voilà, il faut quand même aussi ne pas trop augmenter rapidement. Donc et il y a des années, on a quand même réussi même à ne pas augmenter, quoi. L'Alsace, ça produit la majorité du houblon en France. C'est la première Oui, région brassicole. première région. Alors, ça c'est un petit sujet. En volume, il y a un voisin brasseur de Schiltigheim qui a donc fermé.
Et donc, il me semble qu'en volume, on reste la première région brassicole de France. Mais c'est vrai que depuis que ces volumes sont partis dans le sud et dans le nord, je suis pas tout à fait sûr de ça. En tout cas, on est un berceau important avec la région nord de brasseries historiques et disons d'une culture brassicole. Donc, je pense que tout additionné, on est à 7,5 millions d'hectolitres D'accord. sur un total de, ah, je ne vais pas me citer, mais de 16 millions, ou entre 15 et 17 millions produits. Donc, on est peut-être passé en dessous de la barre de plus de la moitié, mais on est pour moi la région qui produit le plus quand même en France. Voilà. C'est une fierté pour toi? Ah bah, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on est dans un environnement fertile. Voilà, on se croise entre petits brasseurs, entre grands brasseurs, il y a des fournisseurs, voilà, on se sent pas isolé. Et donc ça, c'est... et puis, il y a une vraie culture. C'est-à-dire qu'on a aussi des clients qui sont intéressés par le produit. Hein, donc non, ça c'est... Oui, c'est stimulant. Et alors, si maintenant on fait un petit bond dans le temps, là, dans 10 ans, quels sont les grands projets que tu aimerais faire, que tu aimerais voir le jour avec la brasserie Perle? Ou un rêve, hein? Peut-être quelque chose qui n'est pas forcément réalisable, hein? Euh, c'est une bonne question. J'ai pas encore trop l'occasion de me poser la question parce que je dirais que, enfin, bien sûr, mis à part, on va dire, grandir sereinement et continuer à faire les meilleures bières possibles qu'on puisse, euh, on a quand même sorti là un chantier, un bâtiment, un ouvrage très, très important pour la petite taille d'entreprise qu'on est. Et donc, juste de vraiment d'exploiter ce bâtiment et l'équipement dans lequel, dans les équipements dans lesquels on a investi, rien que ça, pour moi, il y a encore... en fait, on a vu très loin. Et donc, rien que ça, il y a encore matière, quoi. Peut-être le livre Perle pour raconter toute cette histoire. Peut-être le livre Perle, ouais. Est-ce que, Christian, tu peux nous rappeler un petit peu? Alors, il y a le Biergarten cet été, il y aura des matchs de la Coupe du Monde, il y a des visites, il y a plein de choses. Est-ce que tu pourrais juste nous rappeler les infos pratiques? Alors, info pratique, on a un site internet, bière-perle.com, où vous retrouverez les infos. La Bierstube est ouverte, hein, quand il fait beau, bien sûr, vous pouvez venir dans le Biergarten, mais quand il fait pas beau, la Stube à l'intérieur est ouverte et elle est très belle. Hein. Quand les clients, quand les amis, les fournisseurs, etc. rentrent, ils sont impressionnés. Il y a vraiment on a un lieu qui respire, qui est agréable, qui est beau. Il est voilà beaucoup de naturalité, du bois, du verre. Donc on voit les machines, on voit la verdure. On est ouvert les mercredis de 17h à 23h, le jeudi aussi. Le vendredi, on ouvre une heure plus tôt à 16h. La boutique aussi est ouverte à ces horaires-là. Et le samedi, toute la journée, de 10h à 23h. Pensez à réserver. Et parce que c'est vrai qu'il nous arrive d'avoir à refuser, hein, surtout en fin de semaine quand il fait beau. Donc n'hésitez pas à réserver par mail chez Perle, bière-perle. Non, chez Perle. Vous trouverez tout sur Internet. Tapez Perle, brasserie Perle. Non, bière-perle.com, pardon. Chez Perle, bière-perle.com. Et ouais, on sera vraiment heureux. En fait, le message, il est là. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de gens maintenant qui nous disent « Ah ouais, dis donc, tu t'es installé, t'as un sacré bâtiment, il faut que je vienne. » Mais venez, les portes sont ouvertes, le lieu est beau, les tartes flambées sont bonnes et la bière, il paraît, est pas mal aussi.
Bah, merci beaucoup Christian, c'était un vrai plaisir d'avoir pu discuter avec toi. Et merci aussi au Printemps du podcast, du coup d'avoir proposé d'animer cette émission. Printemps du podcast avec un magnifique studio comme chaque année, donc un vrai plaisir. Merci beaucoup Christian. Merci Tom, merci à Radio Arc-en-Ciel. Ouais.